la stabilité monétaire, la cherté des vies, les budgets tels que déposés à l'Assemblée nationale. Voilà autant des thématiques que nous allons développer dans cette tranche Kinshasa directe, des thématiques purement économiques. La République démocratique du Congo, pays riche, mais une économie un peu titubante. Alors ça sera avec l'économiste, il est pasteur, il a plusieurs casquettes. Lui, c'est le pasteur Godin Poy. Il sera avec nous pour en parler. Mais bien avant cela, de l'autre côté, nous avons Kayembe Damaris. Bienvenue. Merci Jean-David. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité sur Télé 50, c'est tout de suite. La République démocratique du Congo et l'Angola ont procédé ce mercredi 2 octobre 2024 à Luanda à la signature du règlement de la commission de supervision du compte commun de la zone maritime d'intérêt commun ainsi que de l'accord de partage revenus et respect des obligations fiscales relatives à la ZIC bloc 14/23. Fin de la grève des enseignants dans la province du Lualaba. Voilà l'essentiel de la réunion tenue entre le gouvernement provincial, représenté par le ministre provincial de l'Éducation et les bancs syndicales de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté du Lualaba ce mardi 1er octobre. Le gouvernement Masuka est déterminé à prendre en charge les nouvelles unités au sein des écoles publiques avant leur mécanisation par le gouvernement central, avec pour objectif soutenir l'enseignement primaire prôné par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Les stades Kibasa Maliba de la Kenya répondent désormais aux standards internationaux exigés par la FIFA et la CAF, rénovée par Jacques Kiabula, gouverneur du Haut-Katonga. Cette enceinte sportive a été visitée ce mercredi par Jean-Marie Kassomba, patron de l'Espace 50. C'est tout pour ce grand titre d'actualité. Vous aurez les détails dans notre grande édition avec Jenny Kayembe à la présentation. Entre-temps, je vous laisse en compagnie du Jean-David Kilolo dans Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci à toi, Damaris Kayembe, pour cette livraison d'informations. Alors, tout de suite, nous allons recevoir notre invité principal, Godin Poy, pasteur. Tout de suite. Télé 50. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24 h sur 24. Une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également en streaming en temps réel avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme Télé 50 partout, surtout Nachombo. Cliquez. Expérimentez l'innovation du premier média congolais indépendant qui présente le nouveau visage de l'information d'un Congo profond. L'application mobile sera disponible au mois de juillet à télécharger sur Play Store. Notre mail contact@tele50.cd. La cherté des vies, stabilité monétaire, les budgets. Voilà, des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour certainement améliorer les conditions sociales. Nous allons essayer d'analyser avec l'économiste. Il est professeur et avec lui, on verra toutes les mesures qui ont été prises. Quelles sont les conséquences de ces mesures. Godin Poy, bienvenue. Merci. Mon ami Jean-David. Voilà. Merci. Vous êtes pasteur, vous êtes économiste, vous êtes aussi professeur. C'est sous cette dernière casquette que nous vous recevons aujourd'hui. Alors, il y a des mesures qui ont été prises par rapport certainement à la stabilité monétaire, mais jusque-là, on est en train de constater que ces mesures, ça
ça ne satisfait pas. Qu'est-ce qui est à la base de cette non-satisfaction? Jean-David, la première précision qu'il faut apporter ici, c'est que la monnaie, c'est le symbole de la richesse d'un État. Un État qui ne produit pas ne peut pas rêver d'avoir une monnaie stable. Et c'est ainsi que, généralement, nous sommes victimes de chocs macroéconomiques internationaux. Et la fragilité de notre économie fait que notre monnaie soit ce qu'elle est. On a constaté depuis un mois qu'il s'observe une accalmie relative. Et cette accalmie est justifiée parce que le gouvernement a gelé certaines dépenses. Et dans ces contextes-là, on ne peut pas parler de la stabilité monétaire, tout simplement parce que la stabilité ne se mesure qu'à l'aune des dépenses optimales d'un État. Alors maintenant, est-ce que ces mesures ont été prises précipitamment ou ces mesures ont été prises au moment opportun, au moment propice? Eh bien, ça, il faut poser la question aux membres du gouvernement. Donc moi, j'ai fait mes observations. J'ai fait mon monitoring économique, comme vous le savez, dans ces pays depuis plus de 20 ans. Je suis actif dans la vie financière de ces pays aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Et généralement, tout ce que j'ai dit finit par arriver. Donc il vous souviendra que sur ces plateaux, lorsqu'il y a eu cette baisse robotique des prix des billets d'avion, je vous avais dit que c'était de l'aphrodisiaque, que ça allait s'arrêter un jour. Et aujourd'hui, Congo Airways a disparu de nos nuages. Et donc, c'est par obsession scientifique que nous le faisons. Et c'est sans rancœur ni rancune, on ne vise personne. Nous faisons ça depuis plus de 20 ans. C'est quand même choquant qu'on gèle les dépenses et qu'on dise qu'on a stabilisé la monnaie. Et les conséquences qui vont venir par la suite, c'est que lorsque vous gérez les dépenses, notamment les dépenses institutionnelles et consorts, parce que jusqu'au moment où nous parlons avec vous, la grande régie financière de notre pays, en l'occurrence la DGI, acquise encore une ardoise d'arriéré à ce qui concerne la rémunération de ces cadres et agents. Et dans ce contexte-là, comment vous pouvez dire que vous avez stabilisé la monnaie? En fait, cette demi-mesure va bloquer la demande globale. Pourquoi? Parce que la rémunération n'a pas que des caractères alimentaires, mais la rémunération, c'est également un outil, une variable significative pour la croissance économique. En fait, lorsque vous me payez mon salaire, je vais acheter au marché. Et dans une économie extravertie comme la nôtre, lorsque vous privez une catégorie d'agents de l'État, à ne pas confondre avec les fonctionnaires de l'État, dès les rémunérations. Donc c'est différent, les agents et les fonctionnaires de l'État. Oui, les fonctionnaires. Donc ceux qui sont au niveau de la DGI, ce sont les agents. Non, les fonctionnaires de l'État, c'est la fonction publique. La fonction publique. Mais lorsqu'on parle des agents de l'État, c'est du président de la République au huissier. D'accord. Donc ce sont des notions techniques. Et lorsque vous bloquez la rémunération d'un grand nombre de cadres et agents de l'État, en fait, vous êtes en train de bloquer la demande globale. Ça va donner l'impression que vous avez stabilisé la monnaie, mais en réalité, moins il y aura des rémunérations, moins il y aura des demandes. Et dans une économie extravertie comme la nôtre, lorsque vous bloquez la rémunération, vous avez bloqué la demande et il y aura stagnation au niveau du marché. Et au bout du bout, vous allez voir que l'espace fiscal va se rétrécir parce que l'économie ne tourne pas. C'est ainsi que nous alertons comme d'habitude. Nous savons qu'après nous, ceux à qui on remet $200 et $300 passeront ici pour nous insulter. Nous sommes habitués à ce genre de choses, mais ils finissent toujours par devenir ridicules. Est-ce que quelqu'un peut vous parler encore de l'avantage lié à la baisse du prix des billets d'avion? On nous avait vilipendé quand on expliquait ça. Donc, les gens qui prennent ce genre de mesures, ce sont des esprits de blocage pour la République. Donc, ceux qui gèlent la rémunération des cadres et agents. Mais oui,
C'est notre pays. Donc, lorsque vous prenez des demi-mesures en économie, vous devenez l'esprit de blocage pour des centaines de millions d'habitants. Regardez comment on a perdu du temps avec cette histoire du prix des billets d'avion. Les chinchards, Boukangalonzo, TVA, tout. On expliquait ça avec vous. Le malheur, c'est que chez nous, moi je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, il y a des gens qui pensent que quand ils exercent les hautes fonctions, ils deviennent les plus intelligents de la République. Si c'était par concours, beaucoup n'allaient pas quand même exercer ces fonctions-là. Donc je sais que après moi, ceux à qui on remet des $100 passeront et je vais revenir là-dessus à son effort. Et puis quelqu'un comme moi ici, quand on t'envoie pour m'insulter, tu vas commencer par où? Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué un élément très important au niveau des cadres et agents. Vous avez dit qu'il y a une différence entre les fonctionnaires ainsi que les cadres et agents. Est-ce que le fait, quand même, pour les fonctionnaires, de ne pas toucher leur rémunération comme il se doit, est-ce que ça pourrait aussi avoir une certaine incidence? C'est pourquoi, donc, lorsque j'ai tout de suite là, j'ai relevé la différence entre l'agent de l'État et les fonctionnaires de l'État, c'est pour ne pas tomber dans les pièges. Okay. Mais je vous donne un exemple. Depuis un certain temps, il y a eu renversement des tendances chez nous. C'est la DGI qui rapporte le gros des recettes au budget de l'État. Oui. Est-ce que vous trouvez normal que les agents de la DGI ne soient pas payés jusqu'à ce jour? Vous trouvez ça normal? Et les gens qui posent ce genre d'actes, ont-ils le cœur des hommes ou bien le cœur des animaux? Vous avez suivi, donc si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, il semblerait, d'après ce que j'ai appris via les médias, je sais qu'il y a tout dans nos médias, mais il semblerait qu'il y a par exemple les députés provinciaux qui ne sont pas encore payés jusqu'à ce jour. Effectivement, les députés provinciaux ne sont pas payés. À ce moment-là, c'est quoi? C'est quoi finalement? Ceux qui posent ces genres d'actes, se posent-ils quand même la question de savoir comment ces gens-là vivent? Et avec ça, vous voulez nous casser les tympans, que vous avez stabilisé la monnaie, que vous faites les excédents de trésorerie. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est insultant. Et ça, c'est vous les médias. Lorsque vous dites qu'aujourd'hui, les agences de l'État sont payées à temps chaque mois. Vous savez que ces agents-là ont femmes et enfants. Lorsque vous débitez ces genres de sornettes, ces gens qui ne sont pas payés, vous savez ce que ça peut créer comme cassure au niveau de leur ménage. Et donc, c'est par obsession scientifique et avec beaucoup d'amour que nous le faisons. Donc la plupart, ce sont des mesures cosmétiques. C'est fardé. Vous savez, nous sommes habitués avec vous. Okay. Nous sommes habitués. Moi, j'ai fait le monitoring dans ce pays depuis Mobutu. Évidemment, à l'époque de Mobutu, les médias n'étaient pas ouverts à tout le monde. C'était dans des cadres restreints, dans des auditoires. Nous l'avons fait à l'époque de Mobutu, nous l'avons fait à l'époque des Musée, à l'époque de JKK, et avec l'actuel président, nous le faisons. Quand c'est bon, nous disons que c'est bon. Quand c'est mauvais, nous devons le dire. Et ce qui est bizarre, c'est que ceux qui prennent ces demi-mesures interdisent même aux gens de réfléchir. Monsieur, un peu d'égard. Un peu d'égard. Donc, les conséquences, vous allez voir ce que ça veut. Lorsqu'il y a rétrécissement de l'espace, du fait de ces mesurettes, ça finira par avoir des répercussions sur les finances publiques et ça posera plus de problèmes que ce qu'on veut résoudre maintenant en cherchant à faire les formules des chiffres. Est-ce que, alors, vous ne voyez pas que c'est peut-être vers le socialisme, l'État a voulu adopter cette politique des socialistes de pouvoir intervenir dans beaucoup des secteurs et que les conséquences sont là. C'est le conseil que j'ai donné à notre gouvernement. Donc, avec, depuis que l'actuel président est arrivé aux affaires, il s'est produit un miracle économique dans ce pays. Ça, nous devons le dire, nous devons l'admettre. La RDC, pour la toute première fois, lorsqu'on le disait par le passé, les gens ne comprenaient pas ce que cela voudrait dire. Donc, la République démocratique du Congo, mon pays et le vôtre,
a noué son premier programme avec le Fonds monétaire international, nous sommes en 1967. Depuis lors, aucun programme n'a été concluant avec le Fonds monétaire. Ça, c'est pour la toute première fois que la République démocratique du Congo ait aperçu ces précarés très peu des États normaux. Donc, vous commencez un programme avec le Fonds monétaire, vous le terminez. Et toujours avec lui, le budget a été triplé. Nous avons même aujourd'hui là, donc mon pays et le vôtre fait partie du top 10 des meilleures économies africaines. Mais quel est le talon d'Achille? On cherche à résoudre beaucoup de problèmes au même moment. C'est comme quelqu'un qui a un verre de sucre, il veut l'utiliser pour un tonneau d'eau. Personne n'en sentira le goût sucré. Nous avons conseillé plusieurs fois que déjà ce qui est fait est déjà assez, mais il faut l'améliorer davantage. Moi, je n'ai pas compris, pendant que la gratuité qui est la réussite phare du mandat du président, on devait encore améliorer ça davantage au lieu de se précipiter au niveau de la santé universelle. Du coup, l'État s'éparpille. Et il y a beaucoup de grèves actuellement. L'État s'éparpille, c'est ça. Donc, en fait, les politiques publiques, je comprends. Donc, on ne peut pas résoudre les problèmes de toute la République en 5 ans, 10 ans. Et je vous l'ai dit que l'Union européenne, dans son format actuel, a été construite pendant 400 ans. 400 ans. La Chine se bat depuis 1950. La Chine n'est pas un État développé. Qu'on ne vous trompe pas. C'est pas un État développé. Qu'on ne vous trompe pas. Je ne vous parle pas que de ce en que voie je de lis. développement. Je ne vous parle pas, un pays en développement. Je ne vous parle pas seulement de ce que je lis dans les livres. Donc, j'ai fait une partie de mes études en Chine. Et donc, au niveau des Nations Unies, il y a un critérium qui nous permet de classifier les États. Donc, pour être un État revenu intermédiaire, donc votre revenu par habitant doit osciller entre 1050 et 4000 $. Lorsque vous voulez être un État émergent, donc votre revenu par habitant doit osciller entre 4000 et 12 000 $. Donc, le revenu par habitant actuel de la Chine, c'est de 5500 $. 5500 $. Oui, pourquoi? Tout simplement parce que même si la Chine, c'est la deuxième puissance économique du monde, donc avec une quotité dans le PIB mondial de 17%, parce que les États-Unis sont à 26%, mais la croissance économique chinoise est avalée par sa démographie. Et du coup, lorsque vous prenez le PIB annuel, vous les divisez par la population, donc le PIB américain, vous les divisez par environ 350 millions d'habitants. Mais celui de la Chine, il faut les diviser par environ 1,4 milliard. Et du coup, c'est ce qui fait que la Chine n'est pas un État développé. Et la RDC? Non, nous sommes encore loin. C'est vrai que nous sommes en train d'avancer, mais nous ne sommes même pas encore dans la catégorie des États revenus intermédiaires. Mais ce qu'il faut noter, c'est que depuis 2019, il y a eu beaucoup de progrès parce que en 2019, nous oscillons entre 500 et 550 $ comme revenu par habitant. L'année passée, nous étions déjà à 690. Cela veut dire que nous sommes en train d'avancer. On a senti la donc, il y a eu des performances économiques, mais malheureusement, le gouvernement ne facilite pas la tâche au président. En fait, lorsque vous lisez les droits constitutionnels congolais, ce n'est pas le président de la République qui gère le pays. C'est le gouvernement. Et je veux vous décevoir. Dans notre constitution, le premier ministre a plus de prérogatives que le chef de l'État. Mais ce premier ministre qui a plus de prérogatives que le chef de l'État doit être le chef de la majorité, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et donc, il appartient au gouvernement de puiser encore dans ce qu'ils peuvent avoir comme énergie intellectuelle pour nous éviter ces demi-mesures. Au-delà de la stabilité artificielle de la monnaie, vous avez suivi qu'il y a une batterie de mesures qui étaient prises pour lutter contre la cherté des vies. Et c'est notamment la défiscalisation d'un certain nombre de biens de grande consommation.
D'abord, je voudrais vous dire ceci. Sur le plan finement technique, en politique publique, gouverner, c'est hériter. Et donc, lorsque vous venez, vous exercez le pouvoir de l'État, vous n'avez aucun intérêt à considérer que tout ce qui a été fait avant vous est mauvais. Vous devez essayer de voir qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été mauvais. Chose qui n'est pas et vous allez voir Mhm. que depuis plus de 20 ans, ces mesures ont toujours été prises, elles échouent. Et je vous explique pourquoi elles échouent. Les opérateurs économiques congolaises n'ont pas vraiment besoin d'avoir beaucoup d'allègements fiscaux parce que déjà, ils fraudent régulièrement. Pourquoi cette fraude, au-delà des barrières anthropologiques que nous connaissons tous, la superficie de la RDC fait que nous avons des frontières poreuses. Lorsque vous êtes juste au niveau du flanc Est, donc vous ne saurez pas déployer les agents des douanes tout au long de nos frontières. Donc vous partez de Zongo à Sakanya, c'est impossible. Sinon, les charges douanières vont avaler les recettes douanières. Et donc, déjà, il faut comprendre que les opérateurs économiques n'ont vraiment pas besoin de ces allègements. Parce qu'ils les ont déjà de manière implicite. Première erreur. La deuxième erreur, c'est que ce genre de mesures ne réussissent pas quand il n'y a pas de contrôle des prix sur les marchés. Et c'est ce qui fait que chaque fois que vous défiscalisez, ces mesures profitent plus aux opérateurs économiques qu'à la population. Et entre-temps, l'État perd des recettes générées au cordon douanier. Et donc, comme vous le savez, en management public, il y a toujours collision entre le passé et le présent. Parce qu'avant d'entrer dans l'obscurité de l'avenir, il faut se servir de la lumière du passé. Car le présent est toujours en face du passé qui le contamine. Ici, on vient, on croit qu'on réinvente la roue, on défiscalise. Est-ce que cela a de l'incidence sur les prix? On ne peut pas avoir de l'incidence sur les prix tant qu'il n'y aura pas de contrôles drastiques. Et pire encore, on demande aux opérateurs économiques de baisser déjà les prix sur fond de leur stock actuel et ils disent que ça va générer des crédits d'impôt. Mais je ne sais pas ce que nous voulons faire dans ces pays. L'opérateur économique, lorsque vous lui demandez de baisser les prix et bénéficier des crédits d'impôt, vous êtes en train d'immobiliser ses capitaux. Ça, c'est déjà les premiers obstacles. Le deuxième obstacle, c'est qu'il se pose jusqu'à ce jour un problème lié à la TVA remboursable. Et l'argent des opérateurs économiques que vous bloquez, vous êtes en train de bloquer en fait de nouveaux investissements. Ma foi. Ma foi. Et pire encore, vous allez voir que sur la liste de ces 9 produits, on vous parle notamment du sucre, du ciment, l'huile de palme, du riz. Mais on oublie, lorsque vous défiscalisez les importations, qu'est-ce que vous faites des producteurs locaux? Vous allez créer des distorsions sur les marchés. Et est-ce qu'il faut un dessin pour comprendre ça? Donc des mesures qui ont été prises à la va-vite. Enfin. Donc, même si vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme en économie pour comprendre ça. Donc, les sucres, les riz, les ciments, l'huile de palme sont produits, bien sûr, en quantité inférieure par rapport à la demande globale. Mais lorsque vous défiscalisez à l'entrée, vous êtes en train de démolir l'industrie locale. Or, l'industrie locale traîne avec elle les nouveaux emplois. Les nouveaux emplois traînent avec eux les nouvelles redistributions des salaires. Les nouvelles redistributions des salaires traînent avec elles le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat traîne avec lui l'augmentation de la demande globale. Mais, ma foi, lorsque vous prenez des mesures économiques, il faut faire des réflexions à la fois longitudinales et polygonales.
Et donc, ça, ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. Et tout le monde, toute personne sérieuse sait que je ne fais que ça depuis plus de 20 ans. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer. Je te dis même plus de 30 ans. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais la certitude, c'est que j'ai beaucoup d'informations économiques, aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Et lorsque je viens, ce n'est pas de manière ostentatoire, c'est ma façon de contribuer à l'évolution de notre pays. La République démocratique du Congo n'est pas l'épargne d'une certaine mère léguée à un groupe d'enfants. Alors, puisque on vient de toucher les mesures sur la cherté des vies, il y a les budgets qui ont été déposés à l'Assemblée nationale. Les budgets qui se chiffrent à plus de 16 milliards. 18 milliards de dollars. Voilà, excusez, voilà, 18 milliards. Mais nous savons tous bien que c'est un budget, 80%, c'est un budget purement rémunératoire. Non, mais ne suivez pas ces gens qui racontent alors, leur vie. Non, non. En fait, en moyenne, la rémunération, chaque mois, c'est autour de 350 millions de dollars. Et dans cette rémunération, il y a tout le monde. Lorsqu'on parle de cette enveloppe de 350, ne suivez pas ce que... Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs qui veulent parler de l'économie. C'est de leur droit, mais ils doivent se renseigner davantage. Donc, c'est pas rémunératoire. Les dépenses de personnel, c'est autour de 25%. Donc, ce n'est pas ce qu'on raconte. Les dépenses... Ne suivez lorsque pas... vous regardez les institutions, la présidence, le gouvernement... Ne suivez pas ces boniments. Ne suivez pas ces boniments. Et je vous l'ai dit que ce n'est pas tout ce qu'on raconte. C'est combien de pourcentages? Parce que vous êtes... non, les dépenses de personnel en moyenne, donc c'est autour de 25%. Et le problème, c'est que les gens, lorsqu'on calcule les taux d'exécution chez nous, on les fait de manière nominale. Donc, les cadrages macroéconomiques oriente la politique budgétaire des États. Donc vous ne pouvez pas avoir un budget avec un taux d'échange X et qu'en fin d'exercice, vous voulez calculer les performances ou les taux d'exécution en mutilant les réalités, en ignorant qu'il y a eu inflation. Donc c'est pourquoi on arrive à ces lectures biaisées. Je sais qu'il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui qui veulent se prononcer sur des questions économiques. Nous les respectons, mais nous souhaitons qu'elle puisse se renseigner davantage. Mais la chose que j'aime, c'est la création d'un département qui va s'occuper au demeurant de l'intelligence économique au niveau de l'ANER. De l'ANER. C'était le chaînon manquant. Oui, ça, on va y arriver. On va y arriver. Ceux qui contrôlent les autres, là. Ça, c'est très important. Moi-même, je suis contrôlé. Oui, oui. C'est très important. Moi-même, je suis contrôlé. Parce que lorsqu'on a... Mais ceux qui contrôlent les autres, là, qui va les contrôler? Voilà, parce que... enfin, on y arrive quand on a annoncé qu'on va vous recevoir. Oui. Il y a des gens qui nous ont fait le message. Oui. Il y a ceux-là qui ont dit, posez la question au docteur professeur par rapport au budget des 18 milliards. Qu'est-ce qui fait que nous avons un budget des 18 milliards? Il y a les grèves qui continuent. Qu'est-ce qui fait que nous avons un budget des 18 milliards comparativement à d'autres budgets qui était à 4 milliards. Oui, ça, mais il y a des explications. Il y a des explications objectives. En sociologie, pour comparer des situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie peut être soit des contextes, soit des circonstances. Donc, le contexte de 2010 n'est pas le contexte de 2019. Comment ça? Ça, c'est canonique, c'est technique. Donc, en 2019... il n'y avait pas de crise énergétique, ni de perturbations climatiques. Il n'y avait pas de crise sanitaire. Il n'y avait pas de crise géopolitique. Donc, les gens qui font ce genre de... Je comprends. Et vous allez voir la plupart des gens qui font ce genre de comparaisons, généralement, ce sont des gens qui sont devenus docteurs après avoir exercé de grandes fonctions politiques. Et là, ce sont des dons, des cadeaux qu'on reçoit. On n'a pas eu le temps d'étudier. Vous comprenez? Ou généralement, c'est le cas de nos amis actuellement
Tout le monde est devenu docteur. C'est pourquoi il faut m'appeler pasteur. Il ne faut pas m'appeler professeur. On m'appelle professeur en Europe. Ici, il faut m'appeler pasteur. Parce que si tout le monde est devenu pasteur, même les anciens batteurs de tam-tam de Kibindankoy, aujourd'hui, ils sont devenus professeurs d'université. Et à cette allure, la République démocratique du Congo sera le premier producteur de professeurs ignares. Et donc, moi je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Il faut éviter des comparaisons bâtards. Donc le contexte de 2010 n'est pas celui de 2019. Vous comprenez? L'environnement international n'est pas le même. Mais ici, les FMI félicitent. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc en fait, l'erreur du gouvernement, c'est d'avoir embrassé beaucoup de choses. N'est-ce pas? Vous avez la gratuité. Chaque année, c'est 1,5 milliard. Ce sont des dépenses qui n'existaient pas par le passé. Et généralement, les gens pensent que rien n'a été fait. Mais je voudrais vous dire que chacun de nous a profité dans une certaine mesure de cette gratuité. Donc cette maman qui dépensait $200 pour scolariser ses enfants chaque année, elle peut aujourd'hui convertir ça en capital pour faire un commerce de braise. Ça, il faut le reconnaître. Mais le gouvernement a cherché à résoudre plusieurs problèmes au même moment. Nous comprenons les soucis du premier d'entre nous. Mais le développement est par essence chronophage. Il s'inscrit dans le temps. Donc si vous faites l'économie en tenant compte de la pression de la population, soit les Grecs vont craquer, soit le pouvoir va craquer. Et donc ce qu'on fait dire ici, c'est que les performances sont réelles. Mais oui, mais le gouvernement a cherché à résoudre plusieurs problèmes au même moment depuis 2019. Mais c'est pour cela que les gens ont l'impression que rien n'a été fait. Donc, sachez que, tenez, qu'il y a au moins 1,5 milliard de dollars qui sont consommés chaque année du fait de la gratuité. Et cette gratuité, je comprends, les gens ne peuvent pas le dire, l'abondance étant toujours avare, chaque ménage a profité de la gratuité. Comme si cela ne suffisait pas, dans ce souci de tout faire maintenant et tout de suite, il y a eu le PDL 145, c'est 1,6 milliard. N'oubliez pas que le PDL, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, le PDL est contenu dans le PNSD qui était conçu dans ce pays depuis 2015. PNSD. Et si ce PNSD a été recalé à son temps, c'est parce que les dirigeants de l'époque n'avaient pas intégré la dimension provinciale. Donc, c'est à l'actif de l'actuel président qui a pensé qu'il fallait intégrer cette dimension provinciale. Mais le problème, c'est lequel? Lorsque le président fait décaisser l'argent, ses enfants devaient au lieu d'aller construire les écoles et les hôpitaux, ils détournent, ils volent. Nous vivons avec vous ici à Kinshasa. Le président de la République ordonne le paiement de beaucoup de millions pour la construction de nos routes. Mais ces routes se détruisent tous les 6 mois. Il n'y a personne pour poser ne fût-ce que la question à ces gens. Pourquoi les routes qui ont été faites par Mobutu, notamment la route de Maluku, existent encore, mais celles qu'on construit tous les 6 mois, ces routes se cassent. Quel est le mode opératoire? Aujourd'hui, quelques conseillers, quelques fonctionnaires, quelques ministres sont devenus actionnaires dans des sociétés de construction. Lorsque le gouvernement sort 1 million, en réalité, les sociétés de construction ne reçoivent que 400 ou 500 000. C'est pour cela que moi j'appuie la création du département lié à l'intelligence économique. Vous savez le malheur que nous avons dans notre pays. Nous voulons Ce n'est pas encore trop de structures. Nous voulons faire du mimétisme tragique. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait des gens pour inquiéter, ces abîmés, ces enfants de voleurs. Donc si les jours où on va récupérer l'argent, et c'est faisable. C'est faisable. Apparemment, on n'en veut pas. Moi, je soutiens. Autant je soutiens la création du département chargé de l'intelligence économique. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà. J'ai appris... Allons-y, parce que là... Je voulais vous dire ceci. Tous les droits économico-financiers du monde
n'est pas écrit par les États d'Afrique. C'est écrit par qui? Aujourd'hui, tout ce qui est commerce international est rédigé par l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation mondiale des douanes. Tout ce qui est fiscalité, politique économique, c'est rédigé par l'OCDE. C'est ainsi que lorsqu'on amène ces textes chez nous, quelques fonctionnaires ne comprennent pas comment ça se gère. Je vous l'ai dit, nous sommes les seuls pays où aujourd'hui vous retrouvez des grands fonctionnaires qui n'ont que leur licence. Je suis désolé de le dire. Il y a des gens, depuis qu'ils ont fini l'université, depuis 1960, ils n'ont plus suivi une autre formation sérieuse. Et dans leur tête, ils pensent que les textes que nous appliquons viennent de chez nous. Non. Ces textes sont concis soit à l'OCDE, soit à l'OMC, soit à l'OMD. Et il y a des personnes qui ont eu léger avantage d'avoir fréquenté ces écoles-là et qui ont participé même à la rédaction de certains textes. Je ne parle pas de moi-même. Et donc, notre problème ici, c'est que à chaque métier correspond un profil. Nous ne faisons pas de bons castings, que ce soit dans nos administrations, que ce soit dans nos institutions. Vous allez trouver quelqu'un avec un grade de pompeux. Mais en réalité, c'est du sable. Et donc, je vais vous expliquer comment les départements de l'intelligence économique fonctionnent ailleurs. Mais à part cela, je suis contre les personnes qui disent qu'on doit suspendre la patrouille financière. Non. Mais ça doit continuer aussi bien en dépenses qu'en recettes. Je me battrai pour cela. Tous les États du monde qui ont combattu la fraude, ils ont cassé des monopoles de contrôle. Lorsque vous trouvez qu'il y a des États qui créent des monopoles de contrôle, rassurez-vous que vous avez créé un club de corrompus et de corrupteurs. Parce que le familiarisme fera que ces gens ne puissent plus retravailler avec sérieux. Et donc, moi, je soutiens le maintien de la patrouille financière par l'IGF. Je soutiens tous les autres contrôles administratifs qui vont avec, parce qu'apparemment, dans notre pays, on donne l'impression que les contrôles administratifs, c'est seulement l'apanage de l'IGF. Non, parce qu'il y a les comptables, il y a l'ordonnateur, il y a les contrôleurs budgétaires. Ils doivent faire aussi leur travail. On ne doit pas tout rejeter sur le dos de l'IGF. Et quand on quitte les contrôles administratifs, on doit faire de vrais contrôles juridictionnels. La Cour des comptes. De vrais contrôles juridictionnels. Et quand on termine avec les contrôles juridictionnels, nous-mêmes politiciens, nous devons faire véritablement des contrôles politiques. Parlementaires. On se plaint pour quelles raisons? Et donc je voulais vous dire que tous les États qui ont maîtrisé la fraude ont multiplié les services de contrôle. Je peux vous donner les cas de ce pays qu'on appelle les Hong Kong. Ces pays étaient plus corrompus que nous, parce que nous sommes corrompus comme les Russes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a créé plusieurs services de contrôle. Plusieurs? En fait, oui. Mais vous ne voyez pas qu'il y a trop de contrôle? S'il vous plaît, les gens qui vous parlent de ces choses, ils puisent ça où? Trop de contrôle sous le La réflexion scientifique repose sur des balises, repose sur des réverbères. Sur le plan théorique, lisez Robert Keck, ce professeur de l'université d'Harvard. Il insiste, il dit que le contrôle doit être multisite et multiniveau. Vous parlez de quoi? Vous parlez de ces abîmés qui veulent tout prendre pendant que la population souffre. On parle de quoi? Sur le plan scientifique, je t'ai cité l'un des meilleurs auteurs à la matière, Robert Klitt, Harvard, c'est le high level. Sur le plan empirique, je vous donne l'exemple de ce pays qu'on appelle le Hong Kong. Ils ont multiplié les services de contrôle. Aujourd'hui, ils ont maîtrisé la corruption. Moi, je ne vous parle pas que de ce que je lis dans les livres. Je suis praticien. Tout agent collecteur d'impôts, lorsqu'il sait qu'il y a plusieurs contrôles, il réfléchit avant de poser les actes. Vous savez ce qu'ils disent? Ils le disent en lingala, sur la convocation partout. C'est ce qu'il faut faire. À part l'ANR, il faut réhabiliter les casiers judiciaires. Les contrôles de gestion, c'est comme le contrôle des pièces d'identité. Celui qui a sa pièce d'identité, il la reproduit à chaque réquisition. À chaque réquisition, on parle de quoi à ce moment-là? Ce qui est normal, c'est que ceux qui doivent contrôler doivent être suffisamment formés. Donc notre problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui exercent des fonctions pour lesquelles ils n'ont pas beaucoup d'aptitude.
Je préfère le dire brutalement. Alors, quand maintenant... Mais en disant cela, je n'ai pas dit que moi je suis plus intelligent que les autres. On multiplie plusieurs services de contrôle, mais la corruption continue. Non. Tout à l'heure, vous avez félicité la création de l'intelligence économique. J'appuie. Oui, mais... Donc, je demande même à l'AG de l'ANER s'il va nous suivre. Mais c'est l'AG. Il faut contrôler les transactions foncières et financières de toutes les autorités politiques, administratives et mandataires publics. C'est comme ça qu'on sauve l'État. Ce n'est pas avec les budgets de 18 milliards de dollars que nous allons changer ce pays. C'est anormal. Tous ceux qui construisent des immeubles ici, ils payent leurs impôts chez qui? Vous pensez que le pays, ça doit rester comme ça? Vous savez qu'il y a des gens qui meurent faute de Nivaquine. Je vais vous parler d'une histoire parce que moi, j'ai fait le tour de la RDC. Dans un village, un enfant est mort par manque d'aspirine. Cet enfant faisait de fortes fièvres. Pour calmer les fièvres, sa mère trempait les morceaux de son pain dans l'eau. On couvrait l'enfant et 5 minutes après, ces morceaux de pain séchés. À la 10e fois, l'enfant rendit l'âme parce qu'il n'avait plus de sang. À cause de ces enfants de voleurs, et nous devons avoir peur d'eux. Pour quelle raison? Nous habitons chez eux. En fait, l'heure est arrivée pour que nous puissions revoir nos castings. Tant qu'il y aura ces copinages d'État, il n'y aura pas de miracle en RDC. Je préfère vous le dire. Les pouvoirs d'État, ce n'est pas tout le monde qui l'exerce dans un pays. Allez même dans nos villages. Ne deviens pas chef coutumier qui veut. Il y a une lignée. Vous lisez la Bible. Lorsqu'on a déporté les Juifs en Mésopotamie, quelle a été la réaction de Nabuchodonosor? Il a envoyé son eunuque, il a dit que regardez parmi les Juifs, recherche-moi les enfants de la race royale. Nous sommes le seul pays où un voleur est membre du gouvernement. Un voleur, des voleurs dirigent des institutions de contrôle. Ce sont des choses qui n'arrivent pas ailleurs. Je vous l'ai dit. À l'époque du maréchal Mobutu, il y a une école sur l'avenue au commandement, là, on appelle ça l'école nationale des finances. Lorsqu'on vous trappait en train de tricher, on vous révoquait. Parce qu'on considérait que celui qui a volé un œuf finira par voler un bœuf. Donc les tricheurs, ils voleront l'argent. Mais c'est quel pays? Regardez dans quelles conditions les élections sénatoriales se sont passées. Ça ne dérange personne. Et vous vous attendez à quoi? Il n'y a pas que les élections sénatoriales. Heureusement qu'au niveau des législatives, là, bravo, coup de chapeau à la CENI, il y a des gens qui ont été invalidés. Donc, nous parlons de la RDC, nous ne parlons pas de Transco. Je sais qu'on va vous donner, pas vous, on va donner à quelques abîmés 100-200 $, pour venir m'insulter, mais vous me connaissez. Donc, vous me connaissez, je vais revenir. Et puis, quelqu'un comme moi ici, au Bandela Wapiyaya. Alors, maintenant, l'intelligence économique. Ces services-là vont sauver la RDC. En quoi? D'abord, au niveau des vraies politiques économiques. Vous vous rendez compte que dans ces pays, on change des mesures fiscales à l'occasion de chaque loi de finances, qu'on appelle les budgets. C'est fou. Lorsque vous lisez les conditionnalités du doing business tel que conçu par la Banque mondiale, il y a la stabilité juridique. Dans un pays où on change les lois fiscales chaque année, il y a l'instabilité fiscale. L'instabilité fiscale détruit la croissance économique. Ma foi. Ma foi. Rien que ça. Donc, les services là, j'espère que nous avons le même entendement que les grands responsables de l'ANER. Les services là ne doivent pas employer des diplômés en économie. Ces services-là doivent employer les économistes les plus capés de la RDC. Je n'en suis pas candidat, moi. Donc, ce sont des gens qui vous font de vraies analyses économiques, des politiques économiques. Et ces gens-là, ils doivent chercher à nous contrôler, nous qui contrôlons les autres. Moi-même, je suis contrôleur politique. Tous ces gens qui achètent des maisons, où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Je ne parle pas seulement des maîtres. Je voulais encore apporter quelque chose. J'ai entendu quelqu'un qui dit que pour le moment, on ne vole que des millions. Mais ça n'a pas commencé que maintenant.
Vous savez pourquoi les Fonds monétaires internationaux avaient quitté la RDC en 2013? C'est parce qu'il y avait tripatriage des titres de la GECAMINE dans Mutanda Mining. Là, on a volé des milliards. Parce que apparemment, nous avons la mémoire courte. De la même manière, nous dénonçons les vols actuels, mais nous devons rappeler à la mémoire collective qu'avant ça, il y a pire que ça. Parce que dans les dossiers Mutanda Mining, si on veut vraiment chercher à fouiller dans nos placards, vous verrez le nombre de cadavres qui vont sortir par là. Donc l'avenir de la République démocratique du Congo a besoin des gens qui peuvent non seulement se focaliser, mais se fossiliser sur l'intelligence développementaliste. Donc tant que nous n'aurons pas respecté les castings, tant que le copinage d'État va continuer, il n'y aura rien. Bref, je dis, performance, il y en a eu depuis 2019. Si quelqu'un ne les comprend pas, il faut l'amener là où on explique ce genre de choses. Mais l'erreur du gouvernement, c'est d'avoir embrassé plusieurs choses au même moment. Et n'oublions pas que pendant ces 3 dernières années, il y a eu quand même des tensions à ce qui concerne les dépenses sécuritaires. Mais ce n'est pas encore très tard. Nous pouvons encore nous ressaisir. Alors, sur notre soif, par rapport à l'intelligence économique, vous avez parlé de la vraie politique économique. Mais oui. Vous savez pourquoi aux États-Unis ça marche? Vous savez pourquoi en France ça marche? La politique économique américaine n'est pas conçue par le gouvernement américain. Renseignez-vous. Donc ce qui a été mis... Renseignez-vous. Donc ce qui a été mis... Renseignez-vous. Ce qui a été fait pour le moment avec différents services de contrôle, donc ça n'a pas abouti. Non. Pour qu'aujourd'hui qu'on puisse avoir vous dis ceci. La création de l'intelligence Je vous dis ceci. En science, tout ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Lorsque vous lisez toutes les redditions des comptes, depuis 5 ans, les recettes issues des contentieux fiscal, parafiscal, douanier ne dépassent guère 6% de notre budget. C'est-à-dire que nous, les contrôleurs, nous devons nous poser des questions. Mais je ne voudrais pas qu'on pose des questions qu'à un seul contrôleur. C'est-à-dire nous devons nous poser des questions sur l'efficacité de nos contrôles administratifs, juridictionnels et politiques. Quel est ce pays où les services de l'État font plus de publicité que Vodacom? C'est ça normal. C'est normal. L'efficacité d'un service public ne se mesure pas dans des médias. C'est la population qui constate. On appelle ça service public. Nous sommes des serviteurs. Mais suivez, vous êtes dans les médias. Il y a des moins de pubs pour les sociétés commerciales qui en fait devaient communiquer davantage. Et aujourd'hui, moi je vous donne, ça c'est canonique, c'est technique. Les recettes liées au contentieux financier en RDC ne dépassent guère 6% de nos recettes. Il y a un problème. Et il y a l'arrogance pour rien. Les gens sont devenus arrogants pour rien pendant qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi, j'insiste, je n'ai pas dit que je suis plus intelligent que les autres. Mais le peu que j'ai, je dois mettre ça à la disposition de ma communauté. Voilà. Émile Bongeli disait que l'émergence passe par l'intelligence. Tant qu'on va continuer avec les sentiments, il n'y aura pas de miracle. Voilà, il n'y aura pas de miracle. Et les bidets, d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Les bidets, c'est à titre indicatif. Les bidets à des montants planchers, c'est-à-dire c'est le minimum. En principe, on doit aller au-delà. Et si nous y mettons beaucoup d'intelligence et beaucoup de patriotisme, nous allons aller très loin. Et tenez, mon ami, il y a eu réforme des entreprises publiques dans ce pays. Nous sommes le 7 juillet 2008. Avant cette réforme, l'apport de ces entreprises du portefeuille au budget de l'État était autour de 8%. Après réforme, nous sommes en deçà de 5%. Est-ce que nous sommes-nous encore normaux? Ce n'est pas un fait divers. C'est un fait social. Nous devons nous interroger. Chacun de nous doit travailler pour l'avancement de notre pays. Lorsque vous, des médias, c'est vous qui faites la vocature de ceux qui volent. Et ces gens qui volent, pour la plupart, vous êtes plus intelligents qu'eux. Est-ce que vous aimez votre pays? Donc, lorsqu'on parle de l'avancement d'un État, il faut savoir que c'est un jeu collectif. Voilà. Ah, voilà. Merci beaucoup. Ça c'était la charrette de la communication, mais je vous aime beaucoup. Il faut vous convertir et cesser de voler. Voilà. Le Seigneur revient bientôt. On s'en va bien habillé, hein? On a terminé.
Ça, c'est de la provocation. On voit les chaussures. Ça c'est de la provocation. Les chaussures, vestes, tout Ça, ça. c'est de la Il provocation. aurait fallu que vous montrez bien de chaussures. Hein. Ah Ça, c'est- là. Voilà, ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, un peu la bonne humeur. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, c'est la grande édition de Jennifer Kayembe. Il sera 20h dans l'Est de la RDC. Le deuxième invité, c'était prévu, mais faute, il n'a pas été là avec les embouteillages à Kinshasa. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt, fidèles téléspectateurs.